Bonjour Sylvie et bienvenue dans le podcast Potentiel. Je suis ravie de t'accueillir. Vraiment un grand merci à toi. Bonjour Elodie, je suis ravie d'être ici pour ce podcast. Alors par habitude, c'est moi qui présente mes invités, tout simplement parce que je prends un grand soin pour choisir qui j'invite dans ce podcast. Mais si j'oublie des choses, parce que tu as quand même une carrière assez impressionnante et tu fais tellement de choses que je vais peut-être oublier des choses. Donc si jamais tu n'hésites pas à me dire si je me suis trompée ou tu rajoutes bien sûr si j'ai oublié des choses qui te semblent hyper pertinentes. Donc Sylvie, tu es consultante formatrice en développement des compétences psychosociales. Tu es praticienne en psychopédagogie, en intégration des réflexes primitifs. En fait, on va en parler et c'est justement pourquoi je t'ai invitée, de parler des réflexes archaïques. Mais tu es également autrice conférencière sur ces sujets. Tu accompagnes autant les enfants que les adultes. Et plus particulièrement, eh bien, les personnes atypiques. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de te connaître, puisque je t'ai eu en formation. Et je sais la qualité de ton travail également, puisque je suis même venue vers toi pour des questions d'ordre personnel. Et je te remercie parce que j'aime énormément et je respecte énormément ton professionnalisme. Merci pour ce retour. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose dans cette grande présentation? J'ai essayé de faire clair, mais je pense que des fois, c'est peut-être pas compris en disant, mais elle fait quoi exactement? Tu vois, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Non, en tout cas, c'est hyper clair. C'est vrai que la manière d'intervenir, c'est de la formation. De l'accompagnement, donc en direct, en distanciel, voilà, sur des enfants, des ados, des adultes, des parents, beaucoup, hein. J'ai vraiment tout aussi de la casquette guidance parentale. En fait, voilà, vraiment dans son ensemble. Et ce que vraiment le cœur, hein, beaucoup de personnes neuroatypiques, essentiellement, en tout cas des personnes au profil neuroatypique, parce que vraiment, en tout cas, on vient souvent me chercher sur toute la partie régulation émotionnelle, attentionnelle. euh, voilà, c'est souvent le levier. Et là, on va le voir avec l'approche d'intégration des réflexes. Je trouve que c'est un très, très beau levier pour pouvoir accompagner parce qu'on remet le corps là-dedans. Mais voilà, finalement, voilà, j'accompagne avec des outils qui permettent d'aller avancer avec ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe d'un point de vue émotionnel et du coup, ce qui se passe aussi d'un point de vue corporel, mais où tout ça est associé en fait. Exactement. Alors, on va aller direct dans le sujet. Qu'est-ce que c'est les réflexes archaïques? Je pense que ça commence à se connaître, mais pas tant que ça. Il y en a peut-être qui vont dire les réflexes quoi? Tu vois, qui vont dire qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, est-ce que tu peux nous dire de manière simple, et je sais, en plus, tu es hyper pédagogue de par ton rôle de formatrice auprès des professionnels de l'éducation, de la santé, des parents aussi. Qu'est-ce que c'est les réflexes archaïques et à quoi ça sert? Alors, on va dire que les réflexes, alors déjà, si on reprend juste la base, les réflexes, on a tous des réflexes, hein. Quand on respire, c'est un réflexe. Lorsqu'on éternue, c'est un réflexe. Voilà, donc tout ça, c'est en fait le réflexe, c'est des réactions qui sont involontaires et spontanées. On n'a pas, notre cerveau à ce moment-là n'est pas en train de se dire, tiens, il faudrait que j'éternue. Ça vient. Donc, c'est complètement spontané et involontaire. Et en fait, en gros, pour faire très simple, c'est finalement géré par des parties de notre cerveau, donc un peu plus archaïques, hein, notre cérébral, là. Et je le dis parce que c'est très en lien avec le système nerveux. Et juste pour donner comme ça des petites infos, voilà, ça permet juste de mieux comprendre. Et finalement, ça gère nos réactions complètement involontaires. De manière spontanée. En fait, tout ça, ça nous sert, hein, c'est juste une manière de nous protéger pour survivre, voilà, pour nous développer, pour fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on a des réflexes. Et les réflexes archaïques ou primitifs, on peut entendre les deux choses, c'est la même chose en fait. Quand on parle de réflexes primitifs, si on le traduit en anglais, en fait on parle plutôt de réflexes primitifs. Mais en France, c'est le terme réflexe archaïque qui a été un peu plus, je dirais, vulgarisé après. Et donc, les réflexes primitifs, la différence, c'est que c'est des réflexes aussi, donc c'est des réactions complètement spontanées, involontaires, qui apparaissent pendant la période de la grossesse, donc intra-utérine, qui vont être là pour la naissance et qui doivent rester normalement la première année globalement, hein. C'est vraiment, alors là, il ne faut pas s'enfermer non plus sur des mais globalement autour de la première année de vie du bébé.
Et en fait, ces réflexes, là, pour le coup, c'est un petit programme moteur hyper intéressant de notre corps pour bah, alors, clairement nous développer. Je veux dire, tout simplement aussi nous développer déjà pendant la grossesse. Le bébé, ces réflexes-là, c'est ceux qui lui permettent de se retourner. Euh, voilà, si la naissance euh, se fait de manière la plus naturelle possible, bah, finalement, c'est grâce à ces réflexes archaïques. Parce qu'en Mm. fait, grâce aux stimulations je vais préciser un petit truc après, mais en tout cas, c'est ça qui va permettre, grâce à ces stimulations, de réactiver nos réflexes qui vont nous permettre de naître. Et après, c'est ceux Oui, qui vont nous euh, permettre au bébé de se retourner. alors, est-ce que ce que j'ai entendu dire, par exemple, l'enfant a le réflexe de pousser avec ses jambes pour sortir, par exemple, à travers le bassin, ou ce qu'on appelle le réflexe de Moro, le fait qu'il les serre, la succion, tu parles de tout ça? Oui, oui, oui. Et même le bébé, notamment pour la naissance, pour s'engager C'est ça. au Mm. moment de la naissance, c'est grâce à des Oui, c'est ça. réflexes qu'il va pouvoir faire ces mouvements-là. Mm. Donc en fait, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'un réflexe, ils sont là, mais ils ne peuvent fonctionner que s'ils ont une stimulation. Euh, donc, on va, par exemple, le bébé, tu viens de parler notamment de l'histoire de l'agrippement. Si j'approche donc mon doigt de l'intérieur de la main, de cette zone de la main, ce qui va se passer, c'est que le bébé, tout de suite, il va agripper. Alors, je suis désolée pour tous ceux qui se disent, ah mince, souvent on se dit, oh, regardez comment il est mignon, il m'agrippe le doigt, voilà. Et vraiment, on s'extasie là-dessus. Bah, Oui, en fait, oui, 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 très c'est un probablement, il y a réflexe. une histoire de relation, mais quand même, c'est quand même un réflexe archaïque. Mais alors, il y a D'accord. des bébés qui n'ont pas ce réflexe-là. Je sais qu'il s'est un peu testé en maternité. Souvent, ils regardent justement tous ces petits réflexes, comment le bébé se comporte. Genre la marche, je sais plus comment ils appellent ça, ils le mettent un peu debout et ils regardent. Ouais, voilà, s'ils pédalent un peu. Il y a plein de choses comme ça. Je sais que s'ils le font, c'est quand même parce que médicalement, c'est important en fait d'avoir ces réflexes. Est-ce que, alors je veux pas inquiéter les parents, parce que peut-être qu'il y a des mamans enceintes qui nous écoutent et je veux pas, oh là là, je veux pas générer du stress. Mais pourquoi c'est important en fait de repérer ce genre de réflexe chez un bébé? Oui, alors, et on va en effet distinguer tout de suite, et donc en effet, aucun stress là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, à la maternité, ils sont repérés parce que la présence des réflexes montre le bon développement de l'enfant. Donc, là où il n'y a pas d'inquiétude pour s'il y a une maman qui nous écoute et qui a son bébé à la maternité, en fait, c'est pour ça que les médecins, les pédiatres, les sages-femmes voilà, vont tester ça parce qu'en effet, si ces réflexes ne sont pas présents, actifs, c'est qu'il y a une raison vraiment médicalement bien plus lourde. Et donc, voilà, en effet, voilà, ça annonce quand même quelque chose de plus complexe. Là, Il y a une on est sur la vigilance à partie avoir. Ouais. exactement. Mais sinon, en fait, de toute façon, ils sont testés et donc ça signe en fait voilà, le bon développement à ce moment-là. Enfin, en tout cas, neuro pour permettre à l'enfant de continuer Mm. son développement et à grandir. Donc, c'est testé en effet à la maternité. Mais après, on va voir que c'est très différent là, avec ce que je vais vous évoquer après sur, eh ben, des fois, les réflexes, ils vont peut-être rester un peu présents alors qu'ils auraient dû aller se ranger dans un petit placard du cerveau. Et là, c'est pas pathologique, c'est pas problématique, on va voir. J'ai envie de dire, on a tous peut-être des réflexes qui sont pas vraiment intégrés. Ça, Alors vous allez vas-y, bien voir. j'aimerais. Alors bon, du coup, j'allais te. Alors tu disais que les réflexes archaïques, du coup, on les a tous de naissance, même in utero, et que c'est bon pour notre survie. C'est ça, la base, c'est ça. Ouais, c'est grâce à C'est le ça que ça côté mammifère connecte. en fait. C'est le mammifère en nous, voilà, qui reste et voilà. Euh, alors, est-ce que, du coup, tu as l'air de dire que dans la première année, ils y sont encore et petit à petit, bah, en fait, ils disparaissent plus ou moins. Enfin, je dis plus ou moins parce que tu nous as dit, par exemple, éternuer ou marcher, on a encore ça, tu vois, à l'âge adulte, on ne s'en inquiète pas pour le coup. Donc, Non. Parce qu'en fait, on va distinguer. Il y a les réflexes, des réflexes de vie qu'on va garder toute notre vie. Je veux dire, ok. là, par exemple, on respire, on se pose pas Ouais. la question de oh là là, il Ah faut que ouais, il faut que j'inspire, il faut que j'expère, j'expire. c'est ça. Voilà, Mon ouais. cœur, il bat. Tout ça, tout ce fonctionnement-là réflexe, il est à vie et c'est donc une base. Les réflexes primitifs archaïques, je disais tout à l'heure que c'est quelque chose qui est là que pour un moment dans notre développement. Et en fait, derrière, il est censé laisser place à des mouvements volontaires. Tu nous donnes des exemples? Je prends l'exemple.
que l'histoire de l'agrippement. Le bébé, là, on le stimule là, hop, il agrippe. Mais c'est parce qu'en fait, il en a vraiment besoin à ce moment-là pour s'agripper aussi à sa figure d'attachement. En tout cas, donc c'est vraiment des choses qui vont être là à ce moment-là. Ensuite, ils sont censés laisser place à des mouvements volontaires. C'est la période que les parents adorent quand l'enfant prend, jette. Voilà. Bah, en tout cas, c'est super. Il est juste le cerveau là, le système nerveux est en train de comprendre ah tiens, je peux prendre quelque chose et je peux le lâcher. Et donc ça devient en fait un mouvement qui devient de plus en plus conscient en fait et choisi. Donc l'idée Donc c'est on le que rappelle, vos bébés n'ont on rien arrive contre là. vous s'ils jettent. Il est en C'est train ça. de justement de développer son cerveau positivement. Exactement. En fait, il est en train d'explorer ça, il est en train de comprendre et du coup, eh ben, ça va permettre à d'autres connexions neuronales de se mettre en route et donc petit à petit de lâcher ces réflexes qui étaient vraiment là au service de notre développement, de notre survie, du développement de nos connexions neuronales. Enfin voilà, ce petit programme-là qui est magnifique, mais et du coup va laisser place petit à petit à des mouvements choisis. Je prends un autre exemple. Il y a des réflexes où lorsque le bébé tourne la tête, eh bien, en fait, il y a toute une partie de son corps il va y avoir une extension de son bras et de sa jambe, parce qu'en fait, hop, par exemple, stimulation, tiens, maman ou quelqu'un l'appelle, il tourne la tête et il y a son corps qui va faire comme ça, parce que souvent, il va aller aussi, d'ailleurs avec son agrippement, aller rechercher quelque chose. Ce petit réflexe-là, par exemple, je vais dire un petit mot comme ça, RTAC, RTAC, réflexe tonique asymétrique du cou. Il n'y a pas besoin de le retenir, hein. C'est juste en tout cas pour vous situer le truc. Et bien, ce petit réflexe, à un moment donné, il va falloir qu'on laisse place à des mouvements vraiment choisis. Je prends un exemple. Si là, aujourd'hui, à chaque fois que je tourne la tête, j'ai mon corps en fait qui part comme ça, bah, ça va peut-être me déranger à plein de niveaux. Par exemple, quand je parle avec quelqu'un, je vais commencer finalement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé parfois, où soit quelqu'un nous pousse en parlant parce qu'en fait, en marchant, hop, il y a l'ensemble du corps qui se met en mouvement, soit je peux avoir des difficultés du coup à apprendre à faire du vélo, voilà, ça peut avoir une incidence parce que euh, je ne choisis pas en fait dans mon corps là ce mouvement il n'est pas contrôlé. C'est-à-dire que là je suis censée être libre de tourner ma tête sans que d'autres petits axes moteurs se mettent en place. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que là tout le monde est en train de tester, mais je peux tourner mon cou sans problème, faut voir. Mais c'est inconscient. J'aime beaucoup cet exemple. Je suis sûre, on a tous déjà, enfin, ou soi-même ou marché avec quelqu'un qui, au fur et à mesure, comme on lui parle, il nous regarde et en fait on se décale sans arrêt. On se dit mais là je suis contre le mur ou je suis en train de marcher sur la route alors qu'on était sur le trottoir. C'est un très bon exemple. Euh, alors. Effectivement, comme je dis, c'est peut-être pas visuel et puis on a banalisé ça parce que quand on vit avec une particularité, ben, en fait, on se rend pas forcément compte, puis c'est des choses anecdotique, mais comme tu dis, ça peut porter à conséquence. Alors, comment on peut savoir si nos réflexes archaïques sont encore un peu prégnants, en fait, aujourd'hui à l'âge adulte? Comment on peut s'en rendre compte? Parce que j'imagine que tu as plein d'exemples, en fait. Et est-ce que du coup, on serait pas tous concernés par un truc, tu vois? Je commence à me dire, mais ouais. Moi, j'ai une petite tendance, mais ça m'appartient. J'ai une petite tendance à dire qu'on a tous des réflexes qui peuvent être là, mais aussi, alors peut-être mettre donc une info quand même importante pour comprendre du coup comment ça se manifeste et comment on le repère. Euh, on peut se dire, OK, normalement, j'ai dit, notre réflexe, son cycle de vie, les petits réflexes primitifs, ils sont là, il y en a plusieurs, ils viennent nous aider, nous soutenir, et puis normalement, ils sont censés, je le disais tout à l'heure, ben, laisser place à un mouvement beaucoup plus contrôlé, conscient, et donc un petit peu aller se ranger dans le petit placard là de notre cerveau. Et à la rigueur, on pourrait le ressolliciter quand on en aura besoin. Je prends souvent l'exemple de l'agrippement, là, imaginons, demain, je fais de l'escalade, et puis, à un moment donné, je risque de tomber. Qu'est-ce que je vais faire normalement, spontanément? Hop, en tout cas, je vais m'agripper pour me tenir. Là, à ce Ouais, moment-là, c'est-à-dire, dans une je chute, on suis pas en aura le train de me dire, réflexe. Ouais, si quelque chose touche notre main et alors qu'on est dans le noir, on aura ce réflexe de la gripper, quoi. C'est vraiment ce truc de l'ordre du réflexe. Pas juste, il faut que je m'attache à un truc. C'est, voilà, je sens un truc, hop, je vais le tenir, quoi, qu'importe ce que c'est. Mais oui, c'est et à vraiment ce ça. moment-là, on n'est pas en train de se dire,
je risque de tomber, ça serait bien. Alors, je déploie Non, ma c'est ça. main. Enfin, je veux dire, Ouais, sécurité. on n'a pas tout ça. Ça va très Mm, vite parce qu'en fait, le cerveau, paf, il nous protège, il nous met en survie. c'est Donc, ça. il va nous ressortir un petit réflexe là, par exemple, hop, le réflexe d'agrippement. Donc, ils sont Donc, utiles. Il faut garder en tête qu'ils ils sont sont utiles. utiles. Et ça, c'est large, c'est complètement utile. Mais en fait, la petite histoire, c'est que on se dit, mais alors, qu'est-ce qui fait que ces réflexes de primitifs, archaïques, euh, pourraient poser problème s'ils Bah oui, ne se rangeaient pas dans ce petit placard autour de c'est un ça. an, 2 ans, ça dépend Ouais, des ouais. J'allais réflexes. te demander en disant, c'est plutôt cool alors. Tu vois. Ben oui, mais non. En fait, ce qui se passe, c'est que donc ils sont censés pour laisser place cela à des mouvements conscients. Et mais qu'est-ce qui impacte le fait qu'ils aillent se ranger correctement? Il y a plein de raisons. Et alors là, bien évidemment, zéro. Alors vous allez entendre des choses. Donc s'il y a des parents qui nous écoutent, zéro culpabilité, parce qu'il y a, enfin, voilà. En tout cas, on fait toujours au mieux avec ce qu'on a, et d'autant plus moi-même hein, qui suis maman et qui suis formée au réflexe. Je ne suis pas sûre que j'aurais évité quoi que ce soit de ce que je vais vous dire là, parce qu'en fait, c'est la vie, tout simplement. Euh, une des causes, en tout cas, ce qui peut impacter euh, la bonne intégration d'un réflexe ou la bonne, voilà, suffisamment bonne maturation du réflexe pour aller se ranger, ça va être les conditions de grossesse. On sait qu'en tout cas, des gros stress, et je précise bien, hein, la grossesse est une période qui forcément amène émotion et un stress qui est complètement normal face à la nouveauté, face à tout ça. Hein. Donc, c'est pas, mais en tout cas, quand il y a trop de stress ou qu'il y a des événements complexes pendant la période de la grossesse qui peuvent amener à faire une dépression ou bien qui peuvent ou des soucis hein, de santé particuliers. En tout cas, tout ça, ça peut en tout cas avoir un petit impact sur après la maturation et le développement des réflexes. Mais on va voir après qu'il y a toujours de quoi faire, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi, je trouve intéressant d'avoir cette idée-là, juste pour dire, prenons soin des mamans quand elles sont enceintes. C'est important, prendre soin de Raison de plus, l'environnement. raison de plus. Mais Mais il y en clairement, a, c'est vrai. C'est une phase assez vulnérable. Donc, moi, j'aime beaucoup ton discours déculpabilisant et je pense que c'est hyper important que toutes les personnes qui nous écoutent comprennent bien que de toute façon, il y a des choses qu'on ne pourra pas éviter. Moi, je dis souvent en tant que maman, bah, on ne peut pas éviter de toute façon à nos enfants de souffrir, hein, parce que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Par contre, aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse, c'est finalement bah, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est là où tu vas aussi intervenir, parce que c'est pas, genre, c'est pas bah, fichu pour fichu, quoi. Absolument pas. Donc ça, il faut le garder en tête. non. Et ça, c'est, alors de toute façon, ça sera mon positionnement tout le temps. C'est en effet, c'est juste, en tout cas, ce que je dis là, c'est juste des clés de compréhension. Et ces clés de compréhension, elles vont nous permettre d'ouvrir des clés d'action. Mais c'est vraiment que des clés de compréhension. Ok. Donc du coup le stress, mais du coup je trouve ça hyper intéressant, ça veut dire bah autant que possible si on peut prendre soin de l'environnement de la femme enceinte, si on peut accompagner les mamans enceintes le mieux possible, etc. Voilà, ça amène plein de choses. Ceci dit, on peut être confronté à plein de sujets difficiles pendant la grossesse. On peut être aussi concerné par une grossesse qui chamboule parce qu'elle n'était pas attendue, etc. Donc forcément, tout ça, voilà, et peut être là. Une autre raison qui amène aussi pendant toujours la période de la grossesse, notamment l'alitement. Si par exemple une maman, cas de menace d'accouchement prématuré, se retrouve pour raison médicale alitée, eh bien ça peut avoir un petit impact dans le développement des réflexes. Mais là aussi, mon discours est surtout, c'est bien évidemment d'un point de vue médical, il est dit voilà, qu'il y a une nécessité de rester alité, c'est ce qu'il faut suivre. Il y a pas il y a pas de débat là-dessus, en fait. Hein, c'est la sécurité de la maman, du bébé, et ça, on en reste là. Mais il faut savoir qu'en fait, ça impacte. Et pourquoi ça impacte? Parce qu'en fait, le bébé, je parlais tout à l'heure, les réflexes, ils s'activent grâce à la stimulation. Mais en fait, quand on marche, quand on se balade, le bébé, il reçoit des stimulations, des bercements finalement de cette façon-là. Et donc, finalement, ça l'aide dans le développement et la maturation de ses réflexes.
Hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être alité, et du coup, quand on connaît un peu ça, Peut on peut bouger dans le aussi faire un lieu, peu autrement. bien Exactement. sûr. On peut amener d'autres choses. Mm, mm, Donc ça, c'est sur la période de la grossesse. Après, au niveau de la naissance, eh bien, tout ce qui va être naissance par césarienne, mm. naissance par voie basse, mais avec Les trop forceps, long, ouais. ou avec des forceps, des ventouses, voilà, Mm, ou trop long, ou mm. trop rapide, D'accord. euh, avec une péridurale qui est mal dosée. Au final, je Voilà. pense que ça concerne beaucoup, beaucoup finalement de personnes. Bien sûr, mais bien Voilà, sûr. voilà, tout simplement. Mais bien sûr. Et donc, du coup, ça peut avoir un impact. Mais là, pareil, s'il y a une Mm. naissance par césarienne, il y a zéro culpa. Enfin, il y a une Non, mais naissance par voilà, césarienne. c'est déjà toute une aventure de mettre au monde un enfant. Donc, déjà, on le met au monde, c'est déjà très bien. Voilà. C'est clair. C'est clair. Donc, vraiment, ne vous encombrez pas avec ça. Ouais. C'est Mais juste c'est vraiment juste que ça toujours pour explique comprendre. le pourquoi du comment. Et ça, c'est intéressant. Exactement. Et puis après, il y a la naissance aussi. Ce qui se passe au moment de la naissance, des fois des séparations pour raison médicale là aussi, hein, ou bien voilà, des problématiques de autres qui viennent se rajouter là-dedans. Et la première année, et pour aller après sur la première année de vie de l'enfant, première voire deux, tout ce qui va être lié au fait que le bébé et s'il est trop en transat, c'est-à-dire qu'en fait, il est un peu empêché d'aller explorer sa motricité. Ça, on sait que ça a un impact sur le développement des réflexes. Je rappelle, quand il est sur le ventre, quand voilà, il va aller commencer à explorer tout ça. Il relève la tête, il va commencer à apprendre à se retourner. En fait, qu'il puisse, dans un lieu assez sécure, en tout cas, explorer sa motricité. Si on est trop dans des cosy, enfin voilà, sous systématiquement un peu statique, on le met un peu de manière un peu statique, il aura moins d'espace pour aller explorer sa motricité, bien évidemment toute sécurité, mais voilà, donc ça peut avoir aussi un impact. Et puis le stress, les maladies, tout ça aussi hein, vont aller en tout cas influencer le développement, la maturation de nos réflexes qui vont faire leur job pour aller après se ranger. Et donc, ça, on en vient à ce qu'on est en train de dire, la petite porte du placard qui peut rester un petit peu ouverte. Et ça veut dire que, donc pour répondre à ta question, Elodie, du départ, là, en disant, mais alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a des réflexes, parce qu'ils sont utiles, qu'est-ce qui se passe si des réflexes archaïques restent présents, en tout cas actifs et pas rangés complètement dans le petit placard? Eh bien, en fait, on peut avoir des impacts sur les trois plans. L'aspect cognitif, donc tout ce qui va être lié à l'attention, la mémorisation, l'apprentissage de l'écriture, l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage, enfin voilà, tout ce qui va être en lien avec cette sphère plus cognitive. Ça peut avoir des impacts sur la sphère émotionnelle. Donc la sphère émotionnelle, ça va être en lien avec vraiment, alors déjà tout clairement nos réactions face au stress, notre manière d'aller réguler ou pas notre stress. Euh, Ça peut amener aussi, et du coup, il y a plein de manifestations différentes en fonction des réflexes. Ça peut être des choses liées au comportement, soit on se renferme, enfin, voilà, un comportement peut-être un peu plus renfermé, ou au contraire, un comportement plus explosif, des surréactions sur certaines situations. Voilà, on peut avoir vraiment toutes ces manifestations-là. Euh, il peut y avoir aussi au niveau corporel, et donc des conséquences, je prends des exemples, des enfants ou adultes, hein, où la coordination par exemple, coordonner des mouvements, c'est compliqué. Les personnes qu'on étiquette un peu des fois maladroites, oh là là, t'es tout le temps en train de trébucher. Ah bah, dès que tu bouges ton bras, je reparle le petit réflexe de début là. Imaginons que j'ai un verre juste à côté, j'ai mon RTAC qui est actif. Bah, c'est pas rare hein, que paf, on fasse tomber un verre Ouais, je tourne parce la qu'un tête et en mouvement. fait, tout mon corps tourne et je fais tomber quelque chose. Ouais, 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 bien sûr. Mouvement maladroit et hop, ça fait donc en fait tous ces trucs au niveau corporel et au niveau sensoriel, moi c'est vraiment quelque chose moi Hmm. enfin je travaille beaucoup sur toute la partie hypersensibilité ou haute sensibilité Ouais. et justement émotionnel, je disais stress et attention et là aussi les sens peuvent être très
très réactif, hein, donc toutes ces sensibilités sensorielles, des étiquettes qui grattent, Mm. voilà, se retrouver très rapidement très très incommodé par tout un tas de choses, hein, odeur, voilà, toute lumière vive, etc. Toute cette sphère de la sensibilité, ou de la sensorialité encore plus élevée, là, pour le coup, sur cet axe-là, peut être aussi regardé sous le prisme des réflexes. D'accord. Alors, du coup, alors, j'ai envie de dire, ça amène, donc tu disais peut-être des complications, donc au niveau cognitif, émotionnel et au niveau du corps, Ouais. sur les trois niveaux. Il y a des choses, tu vois, quand tu nous donnes des exemples, il y en a, ils peuvent se dire, ah non, mais ça, c'est plutôt lié à mon hypersensibilité, ça, c'est lié à mon TDAH. Et je suis persuadée que là, il y en a qui nous écoutent en disant, mais comment je peux savoir si c'est lié à l'un ou au réflexe archaïque? Tu vois, ça, c'est vraiment la question qui va revenir, c'est évident. Bien sûr, mais merci de la poser parce que en effet, c'est une vraie question. Alors, qui de l'œuf ou de la poule? C'est toujours le même problème. J'ai vraiment euh, alors, l'idée, et je vais être très claire là sur la partie aussi réflexe, parce que donc j'accompagne des personnes avec des neuroatypies. Essentiellement, donc c'est quelque chose que je connais bien. Une chose qui est claire, c'est que c'est pas parce que je vais aller travailler à la régulation des réflexes, par exemple, que je vais faire disparaître mon TDAH, que je vais faire disparaître ma haute sensibilité, que je vais faire disparaître mon trouble 10, etc. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est et c'est pour ça vraiment prudence, on n'a pas encore, c'est pas un champ qui est encore trop investigué. Alors il y a des pays qui font des études, hein, sur les réflexes. En France, Et toujours pareil, hein, on a du mal, hein. alors, il y a du mal, c'est très controversé. En fait, Ouais. il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de place à la nuance. C'est pour ça que je C'est voulais dangereux, t'inviter enfin, c'est toi. dangereux d'avoir ce discours. Ouais, il y a vraiment... Mais c'est vrai qu'il y a des professionnels qui amènent, je pense, quelque chose de très mystique dans les réflexes archaïques. Si. Et, ouais. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter vraiment toi, parce que tu as, quand même une vision très, en fait, cadrée et scientifique. Et tu me le dis souvent, c'est pas une baguette magique. C'est quelque chose qui peut apaiser, en fait, mais ça ne remplace pas un accompagnement. Ça ne... Voilà. Donc, merci. Merci de remettre aussi quand même voilà, les choses de manière très claire. Oui, j'adorerais qu'on s'intéresse, que voilà, les neuroscientifiques, justement, aillent chercher un petit peu plus là-dedans, mais pour mieux comprendre. Et puis, en fait, aujourd'hui, on n'a pas d'études euh, en France ou de consensus, je dirais, sur tout ça. Pour autant, c'est marrant, on peut voir que finalement, il y a plein de choses qui s'expliqueraient à travers d'autres choses qui sont étudiées. Bref, donc tout ça pour dire que quand on voit quand je vois ce qu'on fait en réflexe pour aller apaiser et réguler, je me dis, mais en fait, il existe plein de choses qui montrent aujourd'hui ô combien repasser par le corps, l'activité physique, etc., a des bienfaits. Donc, en fait, c'est parce que, Et tout le voilà, monde le on dit, est oui, que confuse un le petit peu. mouvement, effectivement, et c'est ce que tu nous dis finalement, tout passe par ce mouvement et de réintégrer en fait les bons mouvements dans notre corps. Alors du coup, comment on fait? Tu vois, c'est la question. C'est-à-dire, il y en a, je suis sûre, qui se sont reconnus dans ce que tu dis, en disant, mais moi j'ai tendance à faire ça. Est-ce que là, tu as des exemples, des choses que les gens peuvent faire, tu vois? Ou est-ce que, enfin, comment ça se passe? C'est-à-dire il faut repasser. Tu sais, en plus, des fois, il y a des gens qui disent, il faut revivre notre naissance. Tu sais, il y a des personnes qui disent ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, il y a des simulations de naissance, d'autres où c'est... Mais ça dépend, en fait, de la problématique de votre réflexe. Et donc, il y a des exercices à faire. Enfin, voilà, dis-nous en plus. Alors, il y a plein de choses qui existent. Alors, sur l'histoire de la naissance, là, c'est souvent en kinésiologie où c'est utilisé, en tout cas pour revivre la naissance, etc. Bon, je le dissocie là de l'approche en réflexe, hein, parce qu'en fait, quand on accompagne en intégration des réflexes, on va revenir à une base, c'est on retravaille en fait sur le mouvement, comme tu venais de le dire tout à l'heure, et finalement, ce qu'on appelle, je vais dire un gros mot comme ça, mais le schème moteur, c'est-à-dire de dire, tiens, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je tourne la tête, j'ai une partie de mon corps qui s'ouvre alors que là, pour le coup, j'en ai plus forcément besoin. En fait, on retravaille à travers des petits exercices très simples, hein, de mouvement. On repasse beaucoup par le bercement, en fait, des mouvements qui peuvent faire penser au bercement.
ou des mouvements qui peuvent faire, qui sont très en lien avec le toucher, hein. Donc, les enfants, ils me disent, ah ben c'est comme des massages, oh, j'adore ce massage-là. Voilà. En fait, on revient sur cet axe, sur ces mouvements-là. Alors, soit passifs, c'est-à-dire que c'est moi qui les réalise, ou les parents, hein, parce que du coup, il y a des clés pour aider aussi ces enfants. En tout cas, pour, euh, pour remettre en tout cas le corps et le mouvement aussi au cœur de l'accompagnement. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a des mouvements, il y a un peu, je dirais, des protocoles hein, de mouvement pour permettre d'aller ramener de la... Alors moi, plutôt que l'intégration des réflexes qu'on utilise beaucoup, finalement, de plus en plus, moi, je parle de régulation. C'est aider à réguler, en fait, à ramener un peu de la régulation. Ça ne veut pas dire que... voilà, c'est pour ça que et je reviens à quand même un lien que tu as posé tout à l'heure de ben, s'il y a un TDAH et si... Voilà. Est-ce que mais finalement une mauvaise intégration de mes réflexes ou de ce développement-là a amené une neuroatypie? Ça, on laisse le sujet, hein, j'ai envie de dire, je laisse le sujet aux neuroscientifiques pour qu'on évolue là-dessus, qu'on recherche des choses, qu'on fasse du lien, etc. Donc aujourd'hui, j'aurais pas du tout la prétention de parler de ça. Et en plus, il n'y a pas de... Moi, je suis plus à me dire, une neuroatypie, elle est là, et quand elle est là, c'est comment j'en fais une alliée, parce qu'en fait, ça m'apporte aussi beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est surtout ça. Et donc, l'approche là, elle permet de régulation des réflexes. Et ben, c'est aussi comment je redonne la possibilité à, au, euh, au, au corps, au système nerveux de se re-réguler pour aussi me permettre, TDAH ou pas, au potentiel ou pas, etc., de réaccéder à tout mon potentiel. En fait, si je suis mieux régulée au niveau émotionnel, attentionnel, euh, au niveau relationnel et tout, bah, et bah, forcément, je vais pouvoir révéler encore plus qui je suis voilà, de manière non subie. Voilà, en fait, c'est d'aider à reprendre un peu ce pouvoir d'agir qui parfois est entravé par le corps, en fait. Et c'est ça que je veux dire, si on revient à la base, c'est que j'aimerais réagir autrement, mais la phrase souvent qu'on me dit, c'est il y a des gens qui ont fait un cheminement incroyable, hein, qui ont compris plein de choses, etc. Et qui disent, mais c'est plus fort que moi. Ou même au niveau alimentaire, par exemple, je dis, ah ben, je sais très bien ce qu'il faut faire, les bons trucs, etc. Mais c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. Et à partir du moment où on est sur c'est plus fort que moi, on n'y arrive pas, moi j'aime bien aller regarder ce qui se passe là, à ce niveau-là. Alors attends, du coup, j'ai une petite liste de petits symptômes. Tu vas me dire si ça peut être lié à un réflexe archaïque. Et est-ce que c'est possible de nous dire lequel? Parce que là, tu nous parles souvent, tu vois, par exemple, de celui dont tu nous as parlé par rapport au cou. Mais est-ce que si je te dis un petit symptôme, est-ce que tu es capable de le relier à potentiellement un réflexe archaïque ou pas? Oui. Allez, Alors, on va faire le blind test. alors, alors, les personnes qui ont tendance à s'éparpiller, tu vois, à avoir du mal à se concentrer sur un truc, à papillonner de l'un à l'autre, ça, je sais que ça concerne beaucoup ma communauté. Réflexe archaïque ou pas? Ah ben moi, je vais aller tout de suite aller. Je fais ce lien en fait, c'est-à-dire qu'on va travailler là-dessus. Bien sûr, il y a plein de réflexes qui peuvent être en lien. Alors, qui peuvent être différents hein, d'une personne à une Oui. autre, hein. Mais moi, au niveau corporel, hyper intéressant d'aller regarder ce qui se passe au niveau des pieds, les Ok. réflexes liés aux pieds. Je rappelle l'éparpillement. En fait, voilà, il y a aussi voilà, la notion d'ancrage. Donc, les réflexes liés aux pieds, hein, on a le réflexe de Babensky, par exemple. Les réflexes liés, de toute façon, tout ce qui est sur le champ TDAH, Hmm. notamment, hein, ou voilà, en tout cas, toute j'enferme pas. Je dis de manière globale sur la neuroatypie, on a régulièrement le réflexe de Moro qui est Ouais. présent. Le réflexe de Moro, il y a des réflexes de paralysie par la peur, mais c'est très en lien avec le Moro, qui sont souvent là et qui pourraient en tout cas être Et associés à ça, qu'est-ce au que niveau du coup attentionnel. les personnes pourraient refaire? Est-ce que tu as un petit exercice pour les personnes qui s'éparpillent, un petit exercice comme ça qu'elles peuvent tenter? Alors, pour l'éparpillement, parce que j'utilise Ouais. pas mal de choses. Ouais, il y a pas mal de choses. Euh, C'est sûr qu'il vaut mieux qu'il y ait un rendez-vous avec ouais. toi ou des personnes pour savoir en fait qu'est-ce qu'il y a d'autre et pour effectivement venir.
affiner Euh, l'analyse, mais d'accord. Alors, en fait, moi, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est de savoir qu'on a plein de mouvements et plein de choses qu'on peut complètement intégrer dans sa petite boîte à outils de tous les jours, hein. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est aussi le simple, le concret, si je peux le réutiliser. L'idée, c'est de redonner aux gens la Bien possibilité sûr. aussi d'avancer. Ce qui n'empêche pas un travail et un accompagnement quand on en a besoin. Alors, moi, ah, si, un petit truc, c'est le tapotement, par exemple, au niveau, un tapotement doux au niveau du sternum. En fait, il faut savoir que c'est une zone clé au niveau qui est riche en récepteurs, enfin, et en lien avec notre système nerveux autonome. Donc, en fait, l'éparpillement, j'ai envie de dire, souvent je me dis pourquoi, à quel moment je suis éparpillée et pourquoi je suis éparpillée? Parce que les raisons ne sont pas toujours les mêmes. Des fois, en fait, c'est parce que je suis éparpillée, parce qu'en fait, j'ai trop de stress, etc. Donc, je vais aller réguler ça, tu vois. En fait, il y a plein de trucs derrière. Mais allez, un petit mouvement, c'est le petit tapotement là, doux au niveau du sternum. Ça tout de suite donne un signal un peu au système nerveux de faire diminuer les tensions, de revenir ici et maintenant, enfin, voilà, vraiment de reprendre ce contact. Ça donne aussi, ça permet aussi au rythme cardiaque de se réguler. Donc tu vois, et c'est juste un petit tapotement en fait. Pour les personnes qui ont besoin de Vraiment. la vidéo, elle est sur YouTube si vous voulez voir Sylvie qui tapote son sternum. Mais sinon, Oui, parce que effectivement, ceux qui nous c'est des... écoutent ne me voient Voilà, pas c'est faire. ça, c'est des petits tapotements, je dirais, assez réguliers et sur deux par seconde, là, j'ai l'impression qu'on est. Ouais, alors après, c'est doux. Là, c'est parce que moi, j'ai envie de mettre ce battement-là, hein. Ah, c'est Mais ça, chacun chacun, il des petits a. Voilà, battements. l'idée, c'est. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, déstresse peut-être, qui va revenir Ouais, recentrer, c'est ça? Ok. ouais. Ça permet, et c'est pour ça que je disais, par exemple, ah, oh là là, je suis en train de m'éparpiller dans plein de trucs. Je prends Ouais. conscience de stop, j'arrête de m'éparpiller. Donc, déjà, Donc il c'est faut arriver à se dire on stop. revient sur l'instant présent. Oui, c'est déjà réaliser que je suis en train de m'éparpiller pour revenir à l'instant présent et se recentrer Ouais. sur le corps, quoi. C'est vraiment quelque chose de Et on c'est se ressent plus longtemps. En fait, s'il y a bien un truc à garder en tête, euh, alors c'est que nos réflexes, c'est un peu notre premier système de survie euh, notre système nerveux. Donc ils sont hyper importants et que le corps, c'est la première, comment dire, c'est le premier terrain de régulation Hmm. de nos émotions, de notre stress, de notre attention, de Hmm. notre relation. C'est vraiment, en fait, quand je commence à être, qu'on on se disperse ou qu'on sent des émotions trop fortes qui nous submergent ou qu'on a du mal justement à se dire mais là il faut que je me concentre sur ça et je n'y arrive pas ou voilà c'est trop dur dans les relations avec les autres. En fait, un premier régulateur incroyable c'est notre corps et c'est C'est ça. ça. C'est souvent, d'autant plus en neuroatypique, on est souvent dans la tête On est souvent bloqué dans la tête, pour ah carrément. redescendre dans le corps. Alors, par rapport à la tête, deuxième exemple, la rumination mentale. Beaucoup de personnes, c'est en fait, j'ai tendance à ruminer, à revivre les éléments, et puis du coup, à m'auto-flageller, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ceci. Et puis, par exemple, la rumination mentale le soir avant de dormir, et donc des difficultés à dormir ou à s'endormir. Ça, réflexe archaïque, ça te fait lien? Alors, moi, en tout cas, ça me fait le lien avec vraiment ces réflexes qui sont en lien avec la sécurité intérieure. Donc, tu vois, on Hmm. revient RPP, réflexe de Moreau, très présent dans cette manière, en tout cas, d'être, voilà, de ruminer. Donc là, du coup, l'idée, c'est en réflexe, on peut travailler avec un professionnel des réflexes, on peut travailler sur cette base-là, mais on peut apprendre tous ces petits mouvements et tous ces gestes qui permettent que certains utilisent déjà peut-être, toutes ces techniques qui permettent d'aller travailler sur la régulation du stress. Là, je pense typiquement la nuit, rumination. Utilisons pareil le corps, donc il y a le petit tapotement, on peut le réutiliser celui-là, mais on peut aussi se concentrer sur les sens. Et donc, ça aussi, hein, c'est vraiment une technique, la technique où, bah, par exemple, on focalise sur, tiens, les choses que je vois. Je reviens, en fait, il faut apprendre à dire stop pour dire, OK, là, je stoppe ma pensée. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Et j'observe, limite, les objets. Ça, c'est une manière assez simple. Ah ben tiens, qu'est-ce qu'il y a de rouge autour de moi? Tiens, tous les objets rouges autour de moi. Et donc, je focalise mon attention là-dessus. Je vais utiliser aussi l'auditif. Tiens, je fais silence. Et qu'est-ce que j'entends?
Quels sont les... Et puis, je vais me centrer ensuite sur le toucher. Et donc, peut-être que j'ai des textures à côté de moi. Je vais peut-être oser me toucher mon bras. Je vais peut-être toucher une matière qui me plaît bien. Voilà, je vais me centrer mon attention sur le toucher. Et puis, je vais utiliser encore l'odorat, une odeur. Et alors, moi, j'utilise beaucoup les huiles pour ça, hein, essentiel, parce qu'en fait, on sait que ça, le fait de sentir, mais donc de toute façon une odeur qui nous plaît, amène l'information directement à notre système limbique, hein, le côté où il y a les émotions, l'amygdale, enfin tout ça qui est en vrac quand on est, on est sous stress. Et donc en fait, donc une odeur désagréable peut exacerber, mais une odeur agréable peut tout de suite aller apaiser, nous calmer. Donc là, par exemple, hop, tout de suite, je passe par ce biais-là. Donc j'ai dit les yeux, les oreilles, le toucher, le nez et le goût. Donc après, le goût, c'est tout simplement boire une gorgée d'eau ou si on n'a rien, enfin, prendre conscience de ce qu'on a, enfin notre salive, voilà. Mais en tout cas, revenir tout de suite, c'est une manière de se réguler, revenir, en fait, revenir au corps. En fait, il est là. Il y a aussi toutes les techniques de respiration hein, qui peuvent aider. Mais parfois, pour certains neuroatypiques, il y a certaines techniques de respiration Oui, ouais, qui c'est font compliqué. paniquer C'est encore plus qu'elles compliqué. ne... Autre exemple, les personnes qui en fait me disent je n'arrive pas à passer à l'action, mais attention, plutôt lié manque de confiance et peur du regard des autres, de la critique, d'être jugé en fait. Donc c'est des gens qui, tu vois, auront plutôt être people pleaser et auront du mal à oser peut-être faire des projets pour eux. Bon, alors moi là, ça revient, je vais redire encore les mêmes. RPP Moro, réflexe de paralysie par la peur et réflexe de C'est ce Moro. qui revient le plus chez En les fait, atypiques en fait, hein, quand même, hein, parce que ouais, là, oui, en fait, c'est pour ça que je travaille d'ailleurs essentiellement plus sur ça que voilà, alors il y en a d'autres hein, qui peuvent être en lien, hein, mais pour simplifier vraiment la porte d'entrée, c'est cela. Et donc là, on va être sur d'où le bercement, qui ramène des bercements, des massages, tout ce qui vient en fait apaiser le système nerveux, qui permet aussi tout ce qui va être en rythme. Tout à l'heure, je tapotais là, mais parce qu'en fait, le cerveau adore le rythme, parce qu'en fait, le système nerveux se rassure. Aussi quand il a voilà d'où et alors je vais dire ça c'est des choses un peu douces hein, mais si on a parmi vous qui adorez chanter, faire de la musique ou autre, mais c'est génial. Ou faire de la danse ou voilà. En fait, toutes ces approches, tout ça nous permet finalement de ramener aussi en mouvement les mêmes effets. Euh, il y a aussi les oublis, oublier certaines choses, certains rendez-vous ou perdre certains objets du quotidien. Euh, Ça te fait penser à autre chose ou on est tout le temps sur pareil, réflexe de Puis moi, mouvement j'irais là, il y a beaucoup aussi de RTAC, le réflexe dont je parlais au tout à niveau l'heure. ouais, du coup. Au niveau de celui du cou, RTAC, après, je peux en dire d'autres. Il y a ce qu'on appelle le RTL, qui est c'est pas la chaîne de radio. RTL, c'est réflexe tonique labyrinthique. C'est RTL, c'est vraiment tout ce qui va jouer au niveau de l'équilibre aussi. Et Mm. donc, en fait, on sait aussi que l'équilibre peut aussi amener, hein, c'est vrai que tout à l'heure, on disait au niveau de l'éparpillement, quand je suis pas en équilibre, bah, ça peut aussi m'amener hein, des réactions voilà, euh, de difficulté à situer à ma place. Voilà, donc ça peut amener une tendance Et comment aussi on peut à tout ça. aider par rapport à ça? Comment on peut aider un enfant ou un adulte qui aurait celui-ci? Un enfant, ah bah alors, laisser être en mouvement déjà, c'est vrai qu'il y a Ouais. quelque chose qui est hyper important. Comment on remet du mouvement, de l'activité sportive, du bercement, euh, euh, pouvoir être sur une balançoire, pouvoir être sur un trampoline, pouvoir être, en fait, tout ce qui va aller finalement mettre du mouvement et permettre de travailler aussi à l'équilibre. Voilà. Donc, en fait, pour des parents qui nous écouteraient, c'est de se redire ô combien le mouvement, le fait de pouvoir être dans du mouvement et dans du mouvement libre, là, pour le coup, dans le quotidien, en fait, c'est déjà énorme Mais de si c'est déjà remettre le cas, ça. parce que les enfants sont, enfin moi, ce qu'ils soient collés devant un écran tout le temps, enfin je veux dire, ils sont déjà beaucoup en mouvement. Tu vois, par exemple, je vois mes enfants, Ouais. ils n'arrêtent pas de bouger, ils sont déjà en mouvement, tu vois. Pour autant, comment on peut les aider parce qu'ils sont déjà en mouvement? Alors là, c'est par exemple, tu veux, sur la notion d'équilibre, là, où Ouais, tu... équilibre ou oubli ou maladresse, oui, oui.
Alors, après là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais te donner qui pourrait être facilement déployable à la maison sans être dans quelque chose, tu vois, de plus... parce que là, typiquement, il y a des choses qu'on peut aller travailler là en accompagnement individuel. Avec des techniques pour retravailler si des réflexes, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que si un réflexe est présent, il se voit. Alors, il se voit des fois par ces petites observations, parce que là, ce que tu nous fais en disant, mais tiens, et si on observe ça? Donc, il y a plein de trucs en observation qui sont superbes, qui nous donnent des infos. C'est vraiment des indices corporels, en fait, où on se dit, tiens, il y a un petit truc on pourrait accompagner. Mais moi, après, j'ai des petits tests aussi assez simples qui permettent de voir comment réagit le corps. Et si, par exemple, je demande à l'enfant de se positionner de telle manière et j'accompagne le mouvement et que je vois qu'en fait, là où il ne devrait pas avoir de réaction, il y a de la réaction, ça veut dire qu'il y a un réflexe. Et donc, à partir de là, ben, je peux me dire, ah tiens, c'est plus ça qui le dérange peut-être, qui lui amène, tu vois, si je reprends l'exemple que tu me disais, tiens, il oublie tout le temps, etc. Ah, bah tiens, c'est plutôt en effet son RTAC qui est bien présent. Ah, non, tiens, en fait, on se repère que c'est peut-être qu'en fait, il est tellement sous stress. Et donc, ça me parlerait plutôt du Moro, là, ou RPP. En fait, il a tellement peur ou sous stress, etc., qu'il en oublie. Donc, tu vois, ça va aller. Oui, oui, je Enfin, si, comprends. C'est difficile je du vais coup, aller parce affiner. qu'il faut affiner, bien sûr. Et comment ça se passe du coup un rendez-vous avec toi ou avec d'autres professionnels? Ça se fait à distance? Les gens peuvent prendre rendez-vous à distance avec toi? Ou c'est forcément enfin, en présentiel? Alors moi, je fais le choix, tout ce qui est aujourd'hui enfants et jeunes ados, uniquement en cabinet, parce que Hmm. du coup, voilà. Alors le Covid a amené plein de situations, hein. Je me suis retrouvée à continuer certains suivis comme ça en distanciel. Et bon, on a fait avec, mais moi vraiment, en tout cas, je fais le choix, tout ce qui est enfant et ados, en tout cas de les avoir directement au cabinet. Par contre, en distanciel, ce que je fais souvent, c'est de l'accompagnement plutôt parental. C'est-à-dire que je donne ces clés. En tout cas, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre? Les parents n'ont pas à se transformer en professionnels, hein, c'est pas le but. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire comme intégrer comme mouvement régulier à la maison? Donc, il y a un petit protocole même de bercement, de choses comme ça qui peuvent être intégrées qui d'ailleurs passe par le parent et souvent est très très apprécié par les enfants, hein. Généralement, ils sont assez demandeurs. Donc, je peux donner des clés comme ça. Et puis, je les mets dans un package un peu plus large parce que les réflexes, c'est une chose, mais souvent, il y a plein d'autres choses derrière. Donc, voilà. Ça, oui. Par contre, après, je pense en direct. Et je travaille des fois avec les adultes, par contre, sur leurs objectifs, en fonction des objectifs. Et j'y remets du corporel et donc des réflexes dans l'accompagnement aussi. Des choses qu'ils peuvent faire régulièrement, Oui, parce au que comme tu quotidien. disais, c'est un de tes outils quand tu accompagnes et ça fait, c'est pas, tu me le disais encore en off, c'est pas du tout une baguette magique, c'est pas quelque chose qui va être, parce que j'allais te dire, les gens ils vont se dire, mais genre en une séance tu me dis les exercices quoi faire et après ça disparaît ou ça met du temps, Euh, tu vois, forcément ça, on peut se ouais. questionner. Alors, là c'est toujours très surprenant et je dis merci à toutes les personnes que j'accompagne qui m'ont montré des choses juste superbes depuis le début que j'exerce. Euh, Des fois, il y a des choses. Et alors, à quoi ça tient? Est-ce que c'est à ça? Je pense qu'il y a plein de trucs autour aussi, mais il y a des personnes qui, assez rapidement, en tout cas, voient du changement. Je vais prendre un exemple concret, hein. Euh, un enfant qui est justement très dispersé, qui se pose pas, qui a impossibilité enfin voilà, mais que je vais voir comme ça au cabinet, hein, par exemple, qui va arriver, qui va aller toucher à tout, essayer de voir s'il peut ouvrir mes placards, etc. Enfin, en tout cas, qui va être mais avec une énergie débordante et on se pose, alors on se dit, oula, on pourrait déjà le parent dire, bon, dis donc, si vous arrivez à l'allonger là sur la table pour faire les mouvements, déjà, ça serait déjà, c'est déjà super. Et en fait, qui lâche complètement à ce moment-là.
dans lequel justement les mouvements en fait lui font du bien, mais ils le disent, hein, c'est vraiment, moi j'adore les enfants parce qu'en plus sont tellement spontanés en fait, et ils sont enfin pour beaucoup, moi je suis, et notamment en neurotypique, je suis bluffée de, à la fois parfois c'est très compliqué d'accéder à qu'est-ce que je ressens, c'est un peu le tsunami à l'intérieur, mais quand même, hein, je trouve qu'ils ont une capacité pour beaucoup à sentir en disant, ah là là, ben non, tu as fait ça et tout de suite j'ai senti ça. Mais même, ben voilà, j'ai des fois des retours, c'est vraiment, vraiment riche. Et donc, qui peut se poser. Et le fait de faire, moi, ce que je demande aux parents après, c'est de continuer pendant 3 semaines à faire les mouvements qu'on a choisis ensemble à la maison. Et c'est pas rare. Alors, ça ne trans et c'est pour ça qu'il n'y a pas de voilà, ça ne transforme pas les problématiques. Mais il y a beaucoup de parents qui me disent, ah, ben, il était beaucoup plus apaisé. Et donc, comme il était beaucoup plus apaisé, c'était plus, je vous le disais tout à l'heure, en fait, régulé. Ben, je vais pouvoir accéder à d'autres choses. Et donc, forcément, son comportement, ah ben tiens, il y a des choses qu'il ne faisait pas et là qu'il arrive à faire. Bah oui, parce qu'il était tellement débordé par ce qui se passait là dans son corps aussi et dans tout ça, qu'en fait, juste cette régulation, elle a ramené du mieux à là. Et ça n'empêche pas qu'après, derrière, il faut accompagner ça après mais ça peut amener déjà cet effet-là. Après, après, il faut savoir que nos réflexes, enfin, c'est la vie, hein, ça peut se réguler, mais ça peut aussi se redéclencher avec des gros stress, voilà. Donc c'est une histoire de réappropriation, de régulation. Mais après, si je cite juste des choses des fois qui peuvent être quand même, on se dit, ah bah ok, ça a avancé comme ça et le résultat est juste incroyable. Moi, j'avais notamment déjà accompagné un jeune qui était déjà bien grand et qui avait encore des problèmes d'énérésie. Et c'était très, très compliqué. Et bien évidemment, après toute la batterie en amont médicale, de vérifier qu'il n'y a rien, aucun problème, hein. Je rappelle aussi, hein, là, Bien sûr, moi, des bien fois, sûr. moi, j'ai des personnes qui viennent me voir en réflexe en disant, mais en fait, ah, ben, mon enfant a de ça, qui sont parfois pas diagnostiqués ou diagnostiqués, enfin tout dépend. Et, euh, et parfois, bah, mon rôle aussi, c'est de dire, OK, on peut accompagner là et voir ce que ça a amené à réguler, mais tiens, là, ça serait quand même intéressant d'aller voir tel professionnel de Bien santé sûr. parce qu'il y a peut-être quelque chose à aller explorer. Donc Mm. c'est ça aussi, c'est pour ça ça peut être une vraie porte d'entrée, ça peut être une vraie porte de régulation, mais voilà, vraiment, je laisse place à la nuance là-dedans. Mais pour vous dire, ce jeune garçon qui avait des soucis d'énérésie, qui avait donc fait tout ce qu'il fallait au niveau médical, qui avait fait un travail psychologique avec une psychologue, etc. Malgré ça, continuait à avoir, et donc sa maman en explorant, parce que les mamans sont souvent des exploratrices de, de tout ce qui pourrait se faire, découvre l'approche des réflexes archaïques, donc vient me consulter et c'est vrai que au bout de à peine 3 séances, déjà les premières, il y avait déjà du résultat et au bout de 3 séances, bah, il y avait vraiment plus d'énérésie. Voilà. Merci pour cet exemple, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast, on en a vu beaucoup de choses. S'il y en a qui sont intéressés, alors bon, du coup, je mettrai tes coordonnées, bien sûr, bah, voilà, en description. Mais bah, pour les enfants, comme tu disais, toi, enfin, tu fais du présentiel. Est-ce qu'il y a un annuaire, un site internet où les personnes peuvent retrouver tous les professionnels qui sont formés au réflexe archaïque? Oui, oui, alors, il y a plusieurs approches en intégration des réflexes. Moi, je vais parler en tout cas, par exemple, si je suis formée en RMTI, donc Ouais, Rhythmic Movement Training. Donc, RMTI, vous allez sur le site du RMTI et là, par exemple, vous avez l'annuaire dans le monde entier de tous les professionnels formés et donc certifiés par RMTI. Donc, ça donne quand même l'assurance que la personne a suivi la formation, mais pas juste un petit module et voilà, vraiment la formation. Et puis après, vous avez d'autres approches, hein. Il y a l'IMP aussi, il y a Arcanflex, il y a, voilà. En tout cas, vous pouvez accéder à des groupes, mais moi, j'invite en effet à aller regarder les annuaires, parce que normalement, en tout cas, l'annuaire stipule quand même que la personne a suivi l'intégralité de la formation. Voilà. Et puis après, c'est une histoire de relation aussi, oui, bah, souvent. bien Et évidemment, bien ça, évidemment. Wow, merci beaucoup Sylvie. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais rajouter pour terminer ce podcast? Qu'il y a quelque chose, une question que je t'aurais pas posée ou une information qui semble hyper importante de rajouter? Euh,
Eh bien, juste dire, garder en fait en tête que toute l'approche de réflexe, c'est vraiment une manière d'avoir une meilleure clé de compréhension. En fait, on passe souvent à des prises de conscience. Ah, c'est pas qu'il veut pas, c'est peut-être que c'est plus fort que lui. Et rien que ça, des fois, ça enlève des couches d'étiquettes qui sont posées, euh, voilà, par l'extérieur, par soi, etc. Donc, déjà, juste comprendre que le corps, il a aussi un rôle à jouer là-dedans. C'est pas une histoire de volonté, de comportement qui est que contrôlé là pour le coup. Voilà, c'est important. Ça n'excuse pas les comportements. Enfin voilà, il faut bien faire la part des choses, hein, mais ça n'empêche pas qu'on va dire à son enfant s'il fait un truc qui est pas ok que c'est pas ok. Mais par contre, on peut avoir une autre clé de lecture et je trouve qu'à partir de là, on accède à une meilleure compréhension du besoin et derrière, juste dire que ça permet quand même d'avoir des petits outils concrets, mais pour remettre le corps en mouvement et d'autant plus quand on a du mal à passer par les mots. Parce que des fois, en fait, on dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Ben, j'en sais rien. C'est pas, voilà, je dis le plus fort que moi, c'est j'en sais rien, je peux pas le dire. Et donc, quand on repasse dans le corps, pour après, voilà, et ben souvent il y a des choses qui se verbalisent, on peut aller plus loin, on peut ouvrir d'autres choses, d'autres accompagnements, donc voilà, donc vraiment, en tout cas, se dire que l'apport des réflexes, c'est un outil, ça donne et des clés de compréhension et des clés concrètes pour agir, euh, voilà aussi. Ouais, Et ça ne merci. remplace pas tout le reste. Merci beaucoup, beaucoup. Merci énormément pour ton temps, Sylvie. J'espère que ce podcast vous aurait permis de mieux comprendre ce que c'est les réflexes archaïques, peut-être de vous y intéresser et peut-être même eh bien, de tester pour voir vous-même en fait ce que vous en pensez, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'expérimenter soi-même en fait pour se faire une opinion sur les choses. Donc voilà. Je te remercie encore une fois, Sylvie. Je mettrai donc toutes les informations te concernant en description et je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Merci Elodie et merci à chacun.